Run. Et c'est le seul service, je le dis souvent, c'est le seul service public à qui on demande de financer son infrastructure. C'est-à-dire que par les soins que l'on fait et par les remboursements qui sont de moins en moins importants de la part de la sécurité sociale, on nous demande de financer nos murs, notre matériel, nos payes, toutes les charges que l'hôpital doit payer. Tout ça, c'est par notre travail qu'on doit le faire. Et c'est le seul service public que je connais, en tout cas, qui doit faire ça. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux douaniers d'être rentables avec leur saisie, on ne demande pas aux policiers d'être rentables, on ne demande pas aux pompiers d'être rentables, on ne demande pas aux enseignants ni aux militaires d'être rentables. C'est le seul service public à qui on dit vous devez payer vos murs, vos investissements, votre matériel, votre paye. Hop, je vais me mettre ici. Alors, juste, si tu veux que je commence. Notre directeur, au mois de décembre 2018, nous annonce un déficit de 5 millions d'euros sur l'hôpital. Bien sûr qu'une dette qui n'est pas de la faute des agents. Une dette, alors après je ne vais pas rentrer plus en détail, mais c'est par rapport à la politique nationale de santé qui asphyxie budgétairement les hôpitaux, et bien sûr on tape dans la masse salariale. Donc il nous annonce 80 postes sur 3 ans, supprimés, et de revoir toutes les organisations, et au mois de janvier ou février, il nous annonce du coup, les changements de donne, 95 postes sur 2 ans. Donc là, on appelle ça un CREF, contrat de retour à l'équilibre financier. De là, il s'ensuit plusieurs groupes de travail dans différents secteurs de soins pour supprimer des postes. Bien sûr, déjà, ils sont déjà à effectif minimum, les services de soins. Là, on est en train de ronger dans l'os. Les agents, bien sûr, nous ont interpellés. On a suivi dans pas mal de groupes de travail, ils nous ont interpellés. Ils nous ont dit c'est plus possible. 2 grandes revendications. C'est l'arrêt des fermetures de lits, parce qu'on le voit, il y a des patients qui restent des fois au brancard, aux urgences 20 heures sur un brancard parce qu'il n'y a pas de lit dans les services de soins. Dans les services de soins, ils sont bousculés pour vite faire. Alors ça, c'est un avis médical, faire sortir les patients. Sauf que derrière, il faut vite nettoyer la chambre, au détriment des fois peut-être de l'hygiène. Pas de la faute des agents, parce qu'encore on a de la chance, c'est des professionnels. Voilà. Sauf qu'ils sont, et pourquoi on a un taux d'absentéisme qui augmente? Parce que justement ils sont pressurisés par rapport à ces conditions de travail. Christophe, c'est arrêt des suppressions de lits et augmentation de l'effectif dans les services. Et on veut les réorganiser toujours en 12 heures. Et on sait, alors là où la direction change de voilure, c'est qu'avant, les 12 heures n'étaient faites que pour la continuité de soins. Et bien aujourd'hui, parce que les syndicats, on l'a un peu poussé, et bien les 12 heures sont faites pour supprimer du personnel. Donc voilà. Donc on supprime du personnel, on fait travailler les agents en 12 heures. Alors il y en a qui le veulent, mais on voit, nous, parce qu'on sait, quand on se met un peu en recul, que les 12 heures, dans 6 mois, 1 an, les agents demanderont à partir de ce service. Ouais. Donc B2, après la maternité dernièrement, tout le service bloc opératoire, les IBOD, voilà. Et néonates de nuit qui ne veulent pas les 12 heures, parce qu'elles ont bien compris que les 12 heures étaient néfastes, et pour leur santé, et pour leurs conditions de travail. Là où Christophe disait, nous on parle humain et conditions de travail, et bien notre cher directeur parle finance et qu'il faut avoir de l'argent pour investir. Mais bon, nous on estime que l'agent doit travailler dans de très très bonnes conditions. Les heures supplémentaires explosent, il y a un chiffre global sur 2018, les équivalents temps plein en heures payées supplémentaires, si on rallie ça à ça fait 271 équivalents temps plein. Ça veut dire que sur l'année 2018, à l'hôpital d'Avignon, il manquait 271 équivalents temps plein. D'accord. La situation actuelle, en fait, elle découle. Là, tu as décrit le dernier plan de retour à l'équilibre, mais en fait, c'est le 3e. C'est-à-dire que ça fait quand même 6 ans ou 7 ans qu'on subit ce genre de manœuvre pour faire des économies, puisque c'est ce que l'État demande à tous les hôpitaux. Et donc, c'est déjà la 3e fois qu'on annonce. Alors, la dernière fois, c'était 120 postes qui étaient annoncés supprimés et qui ont effectivement été supprimés. En gros, ce que réclament tous les
qui sont en grève, c'est de pouvoir faire leur travail correctement. C'est ce que demandent beaucoup de gens dans la population. C'est pouvoir faire leur travail correctement. Ici à l'hôpital, la plupart des gens qui bossent à l'hôpital, ils bossent parce qu'il y a un patient à soigner, il y a une maladie à prendre en charge. Aussi, c'est que avec cette histoire de contrat retour à l'équilibre financier et de la taille dans la masse salariale, c'est que pour pouvoir y arriver, ils ferment des lits sur l'hôpital. On a fermé l'été 2018 10 lits en traumato. Derrière, ils ont réorganisé traumato. Ils sont en grève aujourd'hui parce qu'ils avaient déjà dit que ça n'allait pas fonctionner. La néonate, ils veulent fermer 3 lits. Donc c'est la prise en charge de la population derrière qui en pâtit. Parce que si on n'a plus du tout de lits sur l'hôpital, à force d'en fermer, donc les gens stagnent sur les brancards aux urgences, et les hôpitaux périphériques, ils ferment aussi au fur et à mesure. Donc comment va être prise en charge la population? C'est vrai que jusqu'à maintenant, vous savez, au milieu hospitalier, on prend soin de l'humain. Donc c'est dur pour eux d'associer ça avec la grève parce qu'il y a quand même des malades au pied du lit, je veux dire, voilà. Pas comme on veut, qui travaillent avec énormément de burn-out, d'accidents de travail, de maladies. Hein. On est arrivé à 10% d'arrêt de maladie, alors qu'il y a quelques années, on arrivait à peine à 8%, on était arrivé à basculer un peu la tendance, sauf qu'aujourd'hui, 10%, mais ça ne les inquiète pas. Je fais chez ces patients. Et du coup, en 12 heures, physiologiquement, déjà, le corps humain n'est pas adapté à travailler la nuit. Hein, déjà. 12 heures, autant pour eux, pour leurs conditions, parce que souvent quand ils choisissent 12 heures, ceux de nuit, enfin, ceux qui travaillent la nuit, c'est pour des obligations des fois familiales, parce que le soir, ils récupèrent leurs enfants, ils mangent avec eux et après, ils vont travailler, parce qu'ils commencent à 21 h. Là, ils commenceraient à 19 h. Donc, tout ce qui est famille, c'est terminé. Donc, l'intérêt de travailler la nuit, il n'y est plus, parce qu'à la base, c'est souvent pour des obligations familiales. Et après, physiologiquement, 2 heures de plus la nuit, c'est pas pareil de 2 heures de plus la journée. Voilà. Donc c'est la santé et c'est l'humain, comme tu disais. Voilà. Et la difficulté de nos métiers, c'est de ne pas pouvoir faire son travail comme on devrait pouvoir le faire. On ne peut pas répondre aux gens comme on devrait pouvoir leur répondre. On ne peut plus assurer la sécurité des soins comme on devrait l'assurer. Donc effectivement, quand on allonge la durée du temps de travail, quand il faut être concentré, quand il faut maîtriser ses émotions face à des événements difficiles, etc. Quand on est épuisé, quand physiquement on n'arrive plus à tenir le coup, et qu'en plus souvent on est en sous-effectif, voilà, c'est compliqué d'arriver à être sûr de ce qu'on fait. Voilà. Tout ça, c'est des choses qui sont difficiles à vivre pour les personnels, et eux, ils en ont marre de vivre dans ces situations-là. Alors, ils ne comprennent pas, c'est normal qu'on leur dise qu'il faut faire des économies, et c'est sur vous qu'on va faire des économies. Et puis, comme je dis, ce n'est pas la première fois qu'il y a un plan de retour. On arrive à un terme, tu as dit qu'on avait quelques millions de déficits l'année dernière, mais en fait, on arrive presque à 30 millions de déficits sur les dernières années. Voilà, alors comme on nous demande, l'État nous demande aux hôpitaux d'être des entreprises, c'est-à-dire d'être rentables, de faire du chiffre, ou au moins de ne pas être en déficit, eh bien, la logique, elle devient la même que dans une entreprise. Sauf que nous, on a des missions qui ne sont pas celles des entreprises, et on ne peut pas concevoir, quand on soigne les gens, qu'on va soigner des cartons, des boîtes de conserve, voilà, on n'est pas sur une chaîne. Voilà, on ne peut pas comparer les choses. Sauf que là, c'est parti un petit peu des urgences qui sont le reflet, en vérité, de ce qui se passe à l'hôpital. Sauf que c'est la porte d'entrée et c'est là vraiment qu'on voit ce qui se passe. Les urgences ont commencé à faire grève un peu dans toute la France, ce qui a incité aussi en disant les autres services, nous aussi on peut faire grève, parce que nous aussi, ces revendications-là, aussi, ce sont les mêmes et ce sont les nôtres aussi. Donc voilà pourquoi on est arrivé à plusieurs services en grève à l'hôpital d'Avignon, entre autres, pour le travail. Non, mais surtout le service des urgences a été le déclencheur de tous ces services en grève. Ils ont suivi le mouvement national, hein, puisque nationalement, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il y a 275 services d'urgence en grève, qu'on voit qu'il y a aussi beaucoup de services c'est les ARM, les assistants de régulation médicale, et c'est vrai qu'à l'hôpital d'Avignon, ça a été le déclencheur. Très vite, on a vu que les urgences pédiatriques aussi partaient en grève.
le service transport logistique, les ARM, le service chirurgie ortho-chromato, toujours sur les mêmes revendications comme a dit. Le travail est fait à l'envers, c'est-à-dire qu'on leur dit il faut supprimer tant de postes dans tes services, je fais très schématiquement, débrouillez-vous. Au lieu de dire comment on pourrait faire pour améliorer, combien on peut gagner éventuellement, combien on pourrait, mais non, c'est l'inverse. C'est l'objectif, c'est supprimer tant, c'est pour telle date, débrouillez-vous. Au lieu de partir du bien-être et de dire pour travailler correctement, il faudrait qu'on travaille comme ça, comme ça, comme ça, et il faudrait tant de personnel pour faire une prise en charge optimale et avoir des bonnes conditions de travail aussi, parce que ça va de pair. Comme dit Jean-Pierre, c'est l'inverse. Voilà, il faut que vous tourniez à temps, débrouillez-vous pour vous organiser pour que ça tourne avec temps. Sauf que ça tourne pas. Oui, au départ. D'abord, il le dit, il est là pour les patients, non pas pour les agents, mais pour les conditions de travail des agents. Donc c'est quand même honteux d'entendre dire ça de la part de chef d'établissement. Trois syndicats différents autour de la même table. C'est quelque chose d'assez rare et... Oui, tout à fait. Le sujet est quand même assez universel, les conditions de travail, ça concerne tout le monde. Oui, donc vous arrivez à tous vous mettre d'accord, ça fait un peu plus... Déjà, au départ, c'est les agents, quand il y a un préavis de grève, une grève, c'est les agents qui le demandent, et c'est vrai que les agents demandent à ce qu'on soit en intersyndical, et c'est très bien comme ça, parce que c'est un rapport de force aussi, notre nouveau DRH, il arrive, si on est déjà divisé sur certaines revendications et sur certains points, il va se régaler. Donc c'est un pain béni. Donc là, il y a un rapport de force, il y a un front syndical qui arrive qui est à l'hôpital d'Avignon depuis quelques temps. Bon, c'est sympathique, quoi. Je veux dire, il voit qu'en face, il n'a pas des fifrelins. Voilà. C'est bien. Et qu'on s'entend sur ça.